Une nouvelle, le voile. Au début, elle ne fait pas ça par conviction, encore moins par envie. Mais ses journées sont longues à mourir, et la mutation de son mari dans cette ville grise et inhospitalière l'a déboussolée. Ses tenues de ville ressemblent à des déguisements, et elle se tord les pieds sur les trottoirs qui sillonnent les rues dans ses talons, aussi inadaptés au pavé qu'au sable de la plage. Ses brushings ne résistent pas aux embruns, et elle contemple désolée sa chevelure mousseuse, échappant à toute discipline, si soigneusement lissée 1 heure auparavant. Et ses manteaux de laine, malicieusement complices de ce climat, absorbent avec gourmandise la bruine légère qui lui remplit les narines d'une odeur de chien mouillé. Ses amis, enfin ses connaissances, sont loin. Bientôt leur conversation s'étiole de la platitude de ses journées et de la rareté, puis de l'inexistence de ses potins. À quoi bon, de toute façon, partager avec elle la vacuité de son quotidien et surtout sa présence insolite et inattendue dans la grisaille de ce décor. Un oiseau des îles, égaré au milieu d'un escadron de pigeons, qui l'éclabousse de couleurs et qui voudrait disparaître tout en cherchant pourtant sa place, en vain. Et le chapelet de ces conversations inutiles qui faisaient le sel de ses journées s'égrène pour disparaître peu à peu. Alors, l'ennui, le désœuvrement et la lassitude guident ses pas vers ces tentes tremblantes mais solides dans le vent marin qui servent d'accueil aux réfugiés. Ceux qui ont fui la guerre, ceux qui poursuivent un rêve au péril de leur vie, ceux qui ont fui tout court. Ces pas l'ont amené jusqu'au seuil de cet espace entre ciel, mer et terre qui accueille les migrants, les sans-abri, les déboussolés et les déracinés de la planète. Et en dépit de leur apparence triste et parfois piteuse, bien loin de son image à elle, au fond, au fin fond d'elle-même, elle se sent presque aussi déboussolée qu'eux. Leur nouvelle vie, qui n'en est pas une encore, est faite de tremblements, de blessures mal soignées et de doutes. Au début, le vacarme, les odeurs, le désordre lui explosent au visage et elle accueille tout ce chaos avec le bruit de la fureur. Mais ce n'est ni le temps ni la place à la sensiblerie et à ces états d'âme d'enfant gâté. Enfin, depuis des mois, elle a le choix. Partir ou rester. Elle choisit de rester. Sa première journée est longue à mourir. Elle court un peu partout, se déleste de sa fierté et de sa rigidité pour suivre les instructions et aller de droite à gauche sans poser de questions. Elle résiste au dégoût, aux odeurs, à l'effroi souvent. Mais jamais l'émotion ou l'envie de reculer ne la détourne de sa résolution, et elle sent monter en elle une force, une volonté qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Ce premier jour la trouve fatiguée, hésitante, mais pas désarçonnée. Alors suivent un deuxième, puis un troisième, puis elle arrête de compter, et bientôt l'espoir et la joie guident ses pas au fur et à mesure qu'elle sent enfin monter en elle le sentiment d'exister en aidant les autres à le faire. Est-ce cela qu'on appelle le don de soi ? Elle ne sait pas, et elle n'a pas envie de le qualifier. Pourquoi faire ? Pour le dire à qui ? Pour s'en vanter ? Pour en tirer de la gloire ? Ce serait l'exact opposé de l'élan qui l'anime aujourd'hui. Elle préfère s'abandonner à la paix qui l'envahit, en même temps que la fatigue, quand le soir arrive et qu'elle se remémore les temps forts de sa journée, comme on feuillette un album de souvenirs heureux. C'est en serrant contre elle ce petit corps inerte, mais encore vivant, que c'est arrivé.
Une respiration légère mais régulière soulevait lentement sa poitrine, comme les pointillés d'un espoir qui peinait à se dire. Prise d'un élan soudain et si contraire à son tempérament avare d'effusion, elle a soulevé le petit corps et l'a serré contre sa poitrine, comme pour ranimer de son cœur qui battait si fort une enfant victime de l'indifférence des hommes. Sa main soutenant sa tête, elle a doucement baissé le voile qui la recouvrait pour caresser ses cheveux d'un noir brillant. Puis, elle a blotti sa tête à elle contre le cou de l'enfant, et c'est là que sa boucle s'est accrochée au tissu, pendant cette étreinte, un bref instant. Enfin, elle a remonté délicatement l'étoffe légère, a reposé sa tête sur l'oreiller, tiré le drap sur son corps fragile et l'a abandonné aux soins du docteur syrien dont elle entendait et reconnaissait le pas régulier dans le silence désert de ce début de nuit. Elle ne s'est pas aperçue tout de suite qu'elle avait perdu une boucle d'oreille. Elle était si habituée à les porter qu'elle ne les remarquait plus, et ses cheveux rebelles, maintenant abandonnés à la dictature des embruns, les lui cachaient souvent. Après des jours et des jours de recherches infructueuses, elle avait décroché la boucle d'oreille orpheline pour la déposer sur le velours grenat de sa boîte à bijoux. Un soupir, un regret, une sorte de résignation dans la fatalité. Avec le temps, elle l'avait oublié. Elle aime bien travailler avec le docteur syrien. C'est un taiseux. Mais elle respecte ses blessures et apprécie son application et son dévouement silencieux. Il a vu le sang, la mort, le tumulte et la fureur, l'injustice et le désarroi. Il a vu la guerre. Il l'a mangée. Il l'a bu jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'elle ait raison de lui, de son armure qui le rendait presque aveugle à la douleur, jusqu'à ce que le cri d'un enfant l'entame un jour, fendant du même coup la carapace qui lui permettait jusque-là de tenir debout. Alors il est parti aider ailleurs, tentant d'oublier ce fond de scène où la poussière soulevée lui brûlait autant les yeux que les lueurs d'explosion des bombes. Ces couleurs neutres aujourd'hui l'apaisent et lui procurent un répit qui, il le sait, ne durera pas toujours. Il est reparti hier sur le front. Il n'a rien dit, même pas au revoir. C'est la nouvelle d'un attentat contre une église qui l'a fait vaciller. Tous ces corps déchiquetés dans un lieu de paix et de foi, tout ce sang et ce chaos au nom d'une idéologie qui prêche la violence et la mort quand il s'est mis au service de la vie. Il est reparti hier et cette nouvelle la surprend, à l'image du bruit de la guerre et du grand silence de ces tympans blessés qui suivraient l'explosion. Presque le vertige. Une enveloppe l'attend à la réception. Elle reconnaît son écriture, lente et appliquée. C'est le seul médecin qu'elle connaisse qui écrive ainsi. Il a compris que de la clarté de ses instructions dépend la vie de ceux qu'il soigne et que le temps perdu à déchiffrer ces gribouillages menacerait les battements de leur cœur. Elle découvre, enveloppée dans une gaze stérile, sa boucle d'oreille perdue, celle-là même qu'elle avait cessé de chercher, brillant avec indécence sur ce bout de tissu immaculé et lisse encore, qui au fil de leur journée devient souillure, puis finit froissé au milieu de 100 autres qui ont épongé la sueur, la crasse, le sang. Il avait remarqué ces boucles pour leur dessin délicat, qui lui rappelaient l'orfèvrerie byzantine de son pays. Des diamants à la taille irrégulière, un peu gris, qui accrochaient parfois la lumière dans un éclat violent et fugace, comme un appel à la vie. Elle ne s'en est pas aperçue, mais c'est là qu'elle l'a perdu, dans cet instant d'émotion qui est resté accroché au voile de l'enfant. Et lui, c'est là qu'il l'a trouvée, la glissant distraitement dans sa poche, surpris de ce déséquilibre criant autour de son visage dont elle ne s'était même pas aperçue. L'oubliant là pendant quelques jours, quelques semaines, oubliant de la lui rendre tout simplement. Interdite un instant,
elle demeure silencieuse. Elle revoit ses yeux noirs, habités d'un mélange de lassitude et d'espoir, ses longues mains aux doigts agiles qui apaisent et réparent comme si elles avaient leur vie propre, indépendante de sa fatigue, de ses épaules voûtées et de ses pas qui se font lourds. Elle sait tout de ses gestes, tous ses regards, tous ses silences, et elle réalise soudain qu'avant aujourd'hui, elle croyait ne pas l'avoir observé. Puis, elle se demande s'il reviendra.